Eh bien, écoutez, je vous propose de débuter cette nouvelle session, donc ce symposium soutenu par Inicea, qui va nous permettre de traiter un sujet pertinent, bien évidemment, et d'actualité dans le cadre de cette thématique sur l'optimisation de la prise en soin du sujet âgé et souffrant de pathologies psychiatriques en EHPAD et USLD. Donc, je voulais remercier très sincèrement et tout particulièrement Marianne Fournier et Nicolas Jurado, qui sont à la direction de la stratégie médicale et de l'innovation en santé du groupe Corian, qui nous ont sollicités et soutenus pour cette session. Alors, je serai accompagné du docteur Elisabeth Kruczek de Strasbourg et du docteur Priscilla Clofebès de Marseille pour la modération de cette session. Je leur passe la parole tout de suite pour ne pas perdre de temps. Elles vont pouvoir lancer les choses. Merci. Donc bonjour à tous. Donc je suis Priscilla Clofebès, je suis directrice médicale territoriale donc au sein de la direction médicale France du groupe Corian. Et je suis ravie donc d'être avec vous aujourd'hui aux côtés d'Elisabeth que je laisse se présenter et ensuite on va peut-être lancer les premières interventions pour rester dans les temps. Elisabeth Kruczek, vice-présidente de la SF3PA, gériatre. Voilà, j'espère que... Voilà, Elisabeth Kruczek, vice-présidente de la SF3PA, et j'espère qu'on va passer une bonne session, mais j'en suis sûre parce qu'on a vraiment préparé ça. On va lancer donc la rencontre avec Anna Cohen de Saint-Mandé. Quelle perspective pour les... Non, c'est pas ça. C'est la télémédecine au service de l'expertise psychiatrique en EHPAD. Et donc, Anna est chez elle. Et puis, on lui dit pour 20 minutes, à peu près. Anna, à vous. Super. Vous m'entendez bien? Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis le docteur Cohen. Donc, en effet, je suis psychiatre et je me suis spécialisée en psychiatrie de la personne âgée. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de revenir sur un projet qu'on a mis en place avec Inicea, la clinique au sein de laquelle je travaille depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, qui est un projet, en fait, de télémédecine à destination des sujets âgés en EHPAD. Alors, avant de revenir sur le projet à proprement parler, je fais un petit point qui introduit, je pense aussi, la session. C'est la question de la pertinence de l'expertise psychiatrique en EHPAD. Ce qu'on observe depuis quelques années, c'est qu'il y a une augmentation des demandes de liaison auprès des sujets âgés, que ce soit en EHPAD, en hospitalisation, ou même parfois au domicile. Et à côté de ça, une prévalence des pathologies psychiatriques qui est toujours difficile à évaluer, pour plein de raisons, notamment le sous-diagnostic ou les mauvais diagnostics. Mais ce dont on est, ce qui est quand même interpellant, c'est que en EHPAD, la dépression, ça peut atteindre jusqu'à 40% des résidents. Donc c'est quand même une prévalence énorme et qui ne fait que s'accroître. Je reviens un petit peu sur moi, en tout cas ma vision finalement de la liaison en EHPAD. Les 4 missions principales du psychiatre pour moi en EHPAD, c'est finalement d'aller repérer et diagnostiquer les maladies psychiatriques qui apparaissent dans le grand âge, de repérer et puis d'accompagner les symptômes psychocomportementaux associés à la démence, d'aller aussi accompagner les pathologies psychiatriques vieillissantes qui sont pas toujours institutionnalisées et pas toujours faciles d'ailleurs, des patients qui sont pas toujours faciles à institutionnaliser. Et puis une mission qui me semble essentielle, c'est d'accompagner, de soutenir et de former les équipes soignantes qui sont bien souvent en difficulté auprès de ces résidents. Alors oui, il me semble que c'est évidemment pertinent un psychiatre en EHPAD, mais il y a peu de psychiatres et pour les quelques années à venir, je pense de moins en moins. Il y a peu de gérontopsychiatres ou de psychiatres du sujet âgé et il y a encore moins de psychiatres disponibles pour se rendre en EHPAD, en particulier dans certaines régions de France, mais globalement, en France d'une manière générale. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que la télémédecine, la téléconsultation, dont on entend beaucoup parler ces dernières années, elle peut être une solution. Ce sera pas une solution première, mais est-ce que ça peut être utile? Et c'est quoi finalement les limites et l'intérêt de la télémédecine auprès des résidents en EHPAD? Et pour répondre à cette question, en tout cas pour essayer d'y répondre, moi je vais revenir sur ce projet qui me tient beaucoup à cœur et qu'on mène depuis à peu près 1 an
au sein d'Inicea. Et donc, je vous explique un peu comment a démarré le projet et voilà comment on a réussi à le mettre en place et puis ce que j'en tire comme conséquence, en tout cas aujourd'hui. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de télémédecine, il s'est quand même adossé à une téléconsultation qui existait déjà au sein des EHPAD Corian, qui était une consultation de médecine générale. Voilà, donc avec une plateforme qui était déjà présente et qui permettait en fait aux EHPAD de consulter un médecin généraliste relativement rapidement. Voilà, depuis déjà quelques années, je pense, quand moi j'ai commencé. Mais du coup, il a fallu repenser ce projet à travers la consultation psychiatrique, ce qui est quand même quelque chose d'assez différent et qui suscite beaucoup d'autres questionnements. La première étape pour moi, c'était de créer un algorithme qui permette aux équipes, aux médecins aux médecins prescripteurs, aux infirmières, aux aides-soignantes, en fait, de s'y retrouver et de savoir quand aller solliciter le psychiatre, sachant que sur ce projet, initialement, j'étais et je suis encore un petit peu seule, voilà, pour un certain nombre d'EHPAD. Et donc, il fallait que finalement, le personnel de l'EHPAD sache quand faire appel à moi, sur quelle plage horaire, mais aussi, voilà, quels écueils éviter. Donc, on a créé un algorithme de prise en charge que je vous ai montré, que je vous présente un petit peu ici. Voilà, et les étapes ensuite, c'était un petit peu les mêmes que celles pour la consultation de médecine générale en termes logistiques. Donc ça, les équipes étaient plutôt bien habituées. Et ça nécessite, voilà, moi j'ai fait des petites adaptations, mais ça nécessite qu'un infirmier ou qu'une aide-soignante soit présente avec le résident pour l'accompagner, pour mettre en place l'appareil de télémédecine qu'on choisit. Donc ça peut être un chariot ou une tablette. Et puis moi j'ai choisi de créer des téléconsultations d'une manière un petit peu particulière sur un temps très long. Et donc chaque téléconsultation pour moi devait durer au minimum 1 heure. Sur cette heure-là, enfin voilà, c'était 1 heure qui permettait à la fois de passer du temps avec le résident, que c'est bien une téléconsultation et pas de la téléexpertise, mais aussi d'avoir un second temps avec l'équipe et ou le résident en même temps. Et ça, du coup, ça demande du temps et ça demande du temps d'écoute et de la présence aussi soignante du côté EHPAD. Voilà, donc ça c'était pour revenir un petit peu sur l'algorithme. J'ai précisé, ça me tenait à cœur de préciser aux équipes ce qui devait les motiver à solliciter le psychiatre. Donc c'était l'apparition de symptômes psychiatriques non connus, voilà, une aggravation d'une symptomatologie psychiatrique ou une modification de symptômes psychocomportementaux chez des sujets qui présentent des troubles cognitifs. J'avais bien en tête, voilà, d'éviter parce que la télémédecine évidemment a certaines limites, donc il fallait éviter qu'on se retrouve dans des situations trop complexes, à savoir 2 situations qui peuvent être difficiles quand il y a une organicité sous-jacente et ça nous en télémédecine, finalement on peut pas examiner aussi bien le patient que quand on est à côté de lui. Donc on précisait, enfin voilà, dans mon algorithme de prise en charge, on précisait bien que il y avait un intérêt à éliminer une pathologie organique sous-jacente en demandant si possible une évaluation par un médecin généraliste ou le médecin ou le médecin prescripteur, voilà, dans les quelques jours, voilà, éventuellement qui précèdent la téléconsultation. Et puis il fallait bien éliminer aussi les signes d'alerte psychiatrique qui devaient plutôt amener à une consultation présentielle, voire à un passage aux urgences. Voilà, donc là je résume un petit peu tout ça. Ça c'est ce qu'on a donné en fait concrètement aux équipes pour qu'elles puissent se repérer et voilà, et solliciter finalement la téléconsultation psychiatrique au meilleur, enfin voilà, dans les meilleures conditions possibles. J'avais ensuite, voilà, 3 petits points, voilà, qui étaient aussi importants avant la téléconsultation. C'est vrai que chez des patients qui ont une hypoacousie sévère ou qui sont très sourds, voilà, la téléconsultation est difficile, la consultation aussi, mais la téléconsultation particulièrement. Voilà, une situation aussi qui est pas si fréquente finalement. Que moi, j'ai pas rencontré sur 1 an, mais qui étaient des patients qui pouvaient avoir un délire très centré sur les écrans. Ou sur le sentiment d'être écouté, observé, filmé. Je trouvais que c'était quand même voilà, une situation compliquée pour faire de la télémédecine.
Et puis, une chose importante aussi, c'était de bien préciser aux résidents, ça ce qui est pas toujours fait d'ailleurs, qu'il va bien voir un psychiatre. C'est vrai aussi en consultation, hein, quand on va voir un médecin en consultation, mais c'est vrai qu'en téléconsultation, parfois ça passe un petit peu à la trappe cette partie-là. Et puis voilà, ça c'était des choses importantes. Voilà, moi maintenant je voudrais revenir un petit peu sur les points positifs et les points négatifs après un an de téléconsultation. Alors c'est une pratique qui est plutôt intéressante, qui a bien marché, qui a eu du mal à se mettre en place au début parce que je pense qu'il fallait aussi que les équipes prennent, se familiarisent à la fois avec la psychiatrie et à la fois avec la télémédecine. Peut-être ce que j'ai pas précisé, c'est que on a décidé de choisir un certain nombre d'EHPAD assez limité, et c'est des EHPAD dans lesquels je suis toute allée de manière physique, à la fois me présenter le projet, mais aussi faire un petit peu de formation. Voilà, donc on a créé une formation qui permettait de familiariser les équipes avec la psychiatrie et avec la télémédecine. Ça, je pense que c'était quand même un préalable très important et qui a quand même aidé. Mais ça a mis du temps à démarrer. Une fois que ça a démarré, il y a eu beaucoup de consultations. Je pense que le besoin était assez clair. Les freins principaux que moi j'ai pu identifier, c'est quand même des questions souvent techniques. Donc il y a eu quelques problèmes de réseau, de communication, de mots de passe, toutes les questions techniques qu'on peut avoir sur la télémédecine. Et ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être vraiment perfectionnables. Mais sinon, ça a pu être vraiment intéressant et je crois que ça a quand même aidé à désamorcer certaines situations qui étaient difficiles et surtout auprès d'EHPAD qui sont quand même en difficulté et qui n'ont pas beaucoup de ressources immédiates autour d'elles, quoi. En conclusion, je pense qu'il faut continuer à expérimenter. L'intérêt, le projet, c'est quand même qu'il y ait d'autres psychiatres du sujet âgé qui interviennent pour pouvoir étendre le site de télémédecine. Encore une fois, on a tenu à ce qu'il y ait quand même une certaine territorialité et donc que le psychiatre qui téléconsulte ne soit pas trop loin de l'EHPAD. Alors, tout est relatif sur la question d'être trop loin. Le but, c'est pas d'intervenir et de s'y rendre. Parce que moi, après, une fois les formations faites, je me suis jamais rendue dans les EHPAD, mais c'est aussi de connaître un peu le territoire, notamment pour adresser soit des psychiatres, soit des urgences, soit des secteurs. Et ça, je pense que ça reste quelque chose d'important. Et voilà. Et puis ensuite, l'avenir, c'est quand même d'essayer de développer les outils pour que ce soit de plus en plus fluide et qu'il y ait de moins en moins de freins techniques. Voilà. Eh bien, un grand merci, Anna. J'ai été particulièrement intéressée par votre présentation parce que pendant 2 années, j'ai expérimenté de la téléconsultation justement en EHPAD et en psychogériatrie et je vois des points extrêmement forts que je n'ai pas vus dans mon expérimentation d'ailleurs. D'abord, c'est le temps que vous y passez. Vous y passez 1h30. C'est la formation du personnel qui comprend ce qui va se passer et qui prépare bien la personne âgée. Et après, le débrief avec l'équipe, avec le gain de temps et l'efficacité des préconisations. Alors là, vraiment chapeau pour l'absence de perte de chance. Oui, non, c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur qu'on évite, même si ça c'est pas la solution première, la téléconsultation, je le répète, mais c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur qu'on évite de tomber dans tous les écueils et les risques, de passer à côté quand même de problématiques. Et je pense que le temps, c'est vraiment capital. Oui, et d'autant que tu disais que tu avais eu une belle adhésion des résidents, des patients à en tout cas sur la première partie de la téléconsultation finalement, même si c'était quelque chose pour lesquels il y avait eu un questionnement au démarrage et finalement ils ont très bien adhéré. Oui, même moi, c'est vrai qu'avant de commencer le projet, initialement, moi, j'ai fait j'ai fait de l'équipe mobile et ça m'intéressait beaucoup d'aller en EHPAD et d'être auprès des résidents.
Et du coup, j'étais aussi un peu sceptique sur le fait que les résidents adhèrent à cette solution, à la téléconsultation, à l'écran, à l'ordinateur. C'est pas toujours leur génération. Enfin voilà. Et puis c'est pas forcément facile. Et finalement, en prenant le temps, j'étais assez surprise que ça se passe plutôt bien et que sur tous les résidents que j'ai vus, j'ai pas eu de retour négatif sur ce point-là en tout cas, quoi. Sur le point de téléconsulter via un écran, ça va pas forcément poser de problème. Bah écoute, merci beaucoup Anna. On va passer à la présentation suivante et si vous voulez bien, à la fin des trois, une fois que les trois intervenants auront fait leur présentation, vous pourrez poser des questions. Anna reste avec nous en distanciel pour pouvoir répondre à vos questions à la fin. Et donc, du coup, on accueille maintenant le docteur Cécile Hanon, qui est donc psychiatre au Centre ressources régional de psychiatrie du sujet âgé de l'hôpital Corentin-Selton. Et elle va nous parler des EMPSA, une révolution du soin psychique vers les personnes vulnérables, puisqu'elle est responsable des équipes mobiles. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être ici. Je remercie toutes les personnes qui ont pu faire en sorte que ce symposium se construise. Donc, je vais alors finalement très complémentaire de la présentation précédente. Même si les équipes mobiles sont pas censées faire de la téléconsultation, en fait, on en fait et c'est une modalité un petit peu mixte qu'on peut mettre en place. Donc, je suis ravie d'être parmi vous. Alors, notamment parce que dans la salle, il y a mon maître en psychiatrie qui est le professeur Limousin, que je remercie de m'avoir accueilli dans son service. Et puis, dans les quelques minutes qui arrivent, il y aura aussi mon autre maître en philosophie et en éthique, Eric Fiat, qui va arriver pour vous faire la conférence à 14h. Donc, c'est tout à fait émouvant. Donc, les EMSA, pour équipe mobile de psychiatrie sujet âgé, une évolution, une révolution pour les soins aux plus vulnérables. Je vais donc... En fait, c'est en termes de révolution ou d'évolution, effectivement, la mobilité en psychiatrie n'est pas une nouveauté. C'est une histoire ancienne, et depuis la circulaire de 60, le soin psychique s'est ouvert vers l'ambulatoire. Donc la circulaire préconisait que le principe organisationnel des soins de secteur était qu'il ne fallait ne pas séparer la personne le moins possible de sa famille, de son milieu, de son entourage. Il y avait même un chapitre intitulé Les vieillards dans la circulaire de mars 60, où on voit effectivement qui est mis un point d'importance sur la place de la personne doit être à son foyer, le personnel doit être important et en nombre pour s'occuper des personnes âgées, et bien sûr l'insuffisance de l'équipement des hôpitaux, des maisons de retraite ne doit pas être palliée par l'hôpital psychiatrique. Donc déjà cette idée-là qu'il fallait pouvoir s'occuper des gens chez eux. Ces mouvements de désinstitutionnalisation ont donc modifié le rapport aux soins intra-hospitaliers et ont donc ouvert les choses vers le domicile. Et au jour d'aujourd'hui, on sait que plus de 80% des personnes malades sont traitées en ambulatoire dans le secteur public. De la même façon, la mission des CMP a été renforcée. On définit les CMP comme étant des unités de soins ambulatoires et d'intervention à domicile, sont mises en avant dans le processus de soins. La loi de 2005 a reconnu aussi le fait qu'il fallait pouvoir maintenir au maximum les personnes handicapées dans les dispositifs ambulatoires à domicile. Et puis, un peu plus récemment, dans les différents plans maladies neurodégénératives ou la récente loi sur l'autonomie, la priorité est toujours mise sur l'accompagnement à domicile et sur le maintien à domicile, quoi qu'il arrive. L'expérimentation PAERPA a été mise en place aussi sur l'Île-de-France et partout sur le territoire. Donc les équipes mobiles sont une modalité de soins qui va fluctuer selon les ressources et les moyens. Et donc moi je vais effectivement là vous présenter le modèle de l'Île-de-France, mais il est bien évidemment très disparate partout sur le territoire national, malheureusement on va dire. Les typologies d'intervention des équipes mobiles sont différentes en fonction des équipes et des ressources. Mais on note effectivement depuis quelques années des émergences de spécificités sur les équipes mobiles. On trouve des équipes mobiles, on va dire, un petit peu pour tout, que ce soit en termes de population ou en termes de cible de pathologie.
En 2022, la fin de l'année dernière, l'ARS Île-de-France a missionné donc le centre ressources régional pour effectuer une mission sur les équipes mobiles en Île-de-France, avec les objectifs qui étaient ceux-ci, qui étaient le but était de mettre en place une offre qui soit territoriale, décloisonnée, en tenant compte de spécificités pour l'âge et de renforcer l'accompagnement à domicile et l'aller vers les personnes âgées. Et l'idée de la mission était de dégager une cartographie actualisée, dynamique de toutes les équipes. À l'époque, en 2022, il y avait 25 équipes mobiles PSA qui couvraient toute l'Île-de-France, et donc on est allé à la rencontre de chacune des équipes pour évaluer leur fonctionnement, leur spécificité territoriale, pouvoir mettre en évidence les ressources, et on a donc pu dessiner une cartographie avec la mise en évidence de zones blanches qui n'étaient pas couvertes par les différentes équipes. On a aussi pu rédiger, à l'issue de ce travail, un référentiel régional d'organisation pour aider à l'avenir la création d'autres équipes. Et ce référentiel a pour vocation éventuellement d'être national. Et on a élaboré des recommandations pour l'activité en équipe mobile et des bonnes pratiques que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Les missions des EMSA, ça va être donc l'évaluation et l'orientation. Pouvoir faire une évaluation diagnostique précise et thérapeutique de façon pluriprofessionnelle en situation de vie, puisque les équipes mobiles sont amenées à aller et au domicile et en EHPAD. Elles vont de cette façon-là aussi faciliter l'accès aux soins, qui soient ambulatoires et parfois qui soit aussi l'accès à une hospitalisation ou l'entrée en institution. Dans cette idée de travail en collaboration, il y a l'idée de la coordination et de l'articulation des prises en charge. Et vous savez tous, pour travailler auprès de personnes âgées, combien c'est compliqué de comprendre ce qui se passe, combien il y a une diversité d'intervenants. Et l'idée de pouvoir avoir une coordination est quelque chose d'un petit peu lisible pour les personnes, pour les aidants et finalement aussi beaucoup pour les professionnels qui s'en occupent. Donc, on a cette mission-là de coordonner les soins de façon la plus cohérente en fonction du maillage local. On a une connaissance de notre territoire d'intervention qui est bonne et voilà, on a identifié nos référents et cette action de coordination finalement a un intérêt, vraiment une valeur ajoutée pour le parcours de santé de la personne. Et enfin, il y a une troisième mission qui est celle de la formation et de la sensibilisation et de l'acculturation, effectivement, non pas dans le A privatif, mais dans le A du AD, aller vers, donc de l'acculturation des équipes qui ne sont pas formées, donc les équipes des EHPAD essentiellement, mais aussi les équipes des soins infirmiers à domicile, par exemple, ou des gardiens d'immeubles. C'est aussi une piste qu'on a poursuivie. Donc la sensibilisation, on n'est pas toujours en capacité de vraiment former les gens, mais plutôt de les sensibiliser par des actions un petit peu flash, un peu répétées, par des choses aussi un peu informelles parfois qui sont de faire des réunions de synthèse ou de parler aux équipes bien sûr. Et une autre action là nous est en cours de développement est celle plus du soutien et de l'information aux aidants. Au cours du rapport, donc le rapport est disponible sur le site in extenso, il est un petit peu long, il fait plus d'une centaine de pages, mais quelques éléments intéressants étaient que finalement les équipes, donc là je vous parle de la situation de l'Île-de-France, on a rencontré 153 professionnels sur ces 25 équipes, ce qui correspond en moyenne à peu près à 3,8 équivalents temps plein par équipe. Les répartitions étaient essentiellement donc des infirmières, des psychiatres et à la marge effectivement d'autres professionnels, quelques équipes avec des gériatres, 2 sur les 25, et ensuite une équipe avec une psychomote, une équipe avec une ergo, une équipe avec psychologue et d'autres professionnels et travailleurs sociaux et voilà. Et donc ce qui est ressorti de cette composition des équipes et de ce que les équipes ont pu en dire, c'était qu'il était très important de pouvoir sanctuariser le temps médical et infirmier et donc effectivement de sortir d'une certaine façon les soignants du travail sectoriel classique ou du travail infirmier en CMP par exemple classique et de pouvoir vraiment donner du temps, faute de quoi le travail en mobilité n'était pas possible. L'accueil des internes pour certaines équipes là en Île-de-France a été aussi vu comme une valeur ajoutée et finalement un intérêt pour les internes avec donc l'option PPA qui est en place là et qui va bientôt arriver à la première mouture des internes formés. Et les mots-clés qui sont ressortis étaient que donc
les équipes avaient des formations, des parcours et des compétences professionnelles distinctes qui ont forgé un esprit d'équipe important. Notion de responsabilité, d'autonomie, de polyvalence, d'adaptation et de créativité. Ça, c'est vraiment des choses qui sont revenues au fil de nos rencontres. Voici donc la rédaction de ce référentiel régional d'organisation, donc qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site du Centre Ressources, et voilà, où on a donc défini un petit peu donc les EMSA, les missions, l'articulation, comment s'articuler quand on veut créer son équipe mobile, comment s'articuler sur le territoire de notre intervention future, comment s'implanter, les moyens de fonctionnement et l'aide au suivi de l'activité qui est le nerf de la guerre, puisque il est souvent nécessaire de le mettre bien présenté pour que les finances suivent. Donc, annexé à notre rapport, ce référentiel régional d'organisation. Dans les pratiques qu'on a effectivement mises en avant, hein, donc reprennent un peu ce que je vous ai dit sur donc bien définir sa répartition au terme d'un territoire, identifier des référents personnes âgées aux soignants au sein des CMP avec lesquels on travaille, mais aussi inversement identifier des référents psychiatriques dans les EHPAD. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir avoir une référence un peu ciblée était tout à fait intéressante. Ces bonnes pratiques sont aussi téléchargeables sur le site, donc je vous ai mis toutes les adresses, mais vous allez sur le site du Centre Ressources et tous les documents sont disponibles. L'idée de travailler en collaboration avec toutes les filières gériatriques qui se sont montées sur les différents territoires est aussi apparue comme une valeur ajoutée pour les équipes qui n'avaient pas de gériatre. Le fait de pouvoir être en lien avec les filières, avec les équipes mobiles gériatriques externes qui finalement fonctionnent bien sur à peu près le même degré d'intervention est effectivement une très bonne dynamique à garder. Les EMSA fonctionnent avec le principe de non-subsidiarité, donc avec un intervenant médical, les équipes ne sont pas prescriptrices, donc elles vont donner des avis qui vont devoir être relayés ensuite par un intervenant médical de l'importance d'avoir un médecin co ou un médecin traitant dans la boucle quand on s'occupe d'une personne. Les visites sont toujours plus intéressantes à faire en binôme. Alors, je ne sais pas si mon temps avance. Je ne vais peut-être pas vous reprendre toutes les 10 bonnes pratiques. Mais en tout cas, voilà. Donc, ces pratiques-là et les recommandations également pour pouvoir engager et promouvoir la création des équipes mobiles par des territoires ou des équipes qui n'en auraient pas. Hein, donc là, on a aussi élaboré des recommandations pour pouvoir, donc comme je vous disais, sanctuariser le temps médical, comment on fait, comment on essaie de mettre en place des formations spécifiques, etc. Et voyez sur le point 7, il y a aussi encourager les équipes à développer la téléconsultation, puisque finalement, on se rend compte, effectivement, beaucoup après le Covid, que on alterne finalement des modalités de soins entre la visite à domicile telle qu'elle et finalement aussi un suivi en téléconsultation entre 2 ou entre 3 VAD. Hein, ça se met en place de façon assez fluide. J'ai presque fini, je crois. Indépendamment de ce rapport, vient de sortir, et là vous l'avez en prime, puisqu'il est sorti hier, toujours sur le site du Centre Ressources. Nous avons rédigé un VAD MECOM, donc un guide soignant, un guide pour les soignants, pour les infirmiers qui travaillent en EMSA. Et donc ce guide est téléchargeable, gratuit, c'est un guide absolument magnifique, un petit bijou dont je suis pas peu fière. Non, mais c'est vrai. Et on l'a rédigé en équipe. Hein, on a tous travaillé dessus, les collègues infirmières, puis les collègues d'autres équipes mobiles aussi en Île-de-France, avec voilà des focus sur des situations cliniques un petit peu compliquées. Comment faire quand on est, les grands principes de prescription, même si c'est pour les infirmiers, il est important aussi de pouvoir mentionner ça, des repères médico-juridiques, comment accompagner les aidants, des réflexions éthiques sur qu'est-ce qu'on peut, comment on fait quand on nous ferme la porte, jusqu'où on va sur le refus ou la non-demande de la personne, qu'est-ce qu'on peut aussi partager, ne pas partager comme document en termes de secret professionnel partagé. Donc voilà, plein de petits items sur les différents rôles aussi des personnes qui travaillent en EMSA. Et donc ce document a été aussi un intérêt pour nous. Donc pour conclure, travailler en équipe mobile répond de façon évidente à un besoin sanitaire en facilitant l'accès aux soins aux personnes vulnérables qui sont donc peu mobiles et isolées, ça vous le savez bien. Il permet d'apporter une expertise clinique,
une action soignante et de qualité, une alternative à l'hospitalisation. On passe aussi du temps avec nos patients. Donc, Anna Cohen voilà, évoquait ce temps. Et il est très clair qu'un temps de VAD est un temps important, de l'importance de sanctuariser ce temps. Outre le temps du trajet, il y a aussi le temps passé sur place avec la personne, avec l'entourage s'il est présent, avec l'équipe, un temps de débrief avec l'équipe après. Donc, ce temps finalement permet de donner du temps à la personne. On va finalement aussi à son rythme. L'acculturation est vraiment quelque chose d'important. Il faut y revenir et revenir sans cesse. Les équipes, il y a un turnover très important dans les EHPAD, donc c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'il faut pas le faire 2 fois. Donc ça, c'est important aussi dans le travail en mobilité. Ça ouvre à de nouvelles compétences professionnelles. On voit bien que travailler en pluriprofessionnel est très, très, très intéressant. Ça offre de la souplesse, de l'adaptabilité, de la créativité. Combien de VAD j'ai fait sur des paliers d'immeubles, voire dans des petits patios, voire au café en bas, parce que finalement, c'était pas possible d'aller chez la personne. Donc ça, voilà, on s'adapte, on est créatif quand on travaille en mobilité. Et ça peut changer le regard sur la maladie mentale des équipes, des personnes, et on voit bien que ces vertus de déstigmatisation sont très importantes. Tous ces patients schizophrènes âgés qui vont rentrer en EHPAD ont finalement une grosse identité négative sur la tête quand ils arrivent, et que finalement quand on y va, quand on parle, quand on incarne un petit peu les histoires des gens, on voit que les choses se passent un petit peu mieux. Je vous remercie de votre attention. Cécile, comme toujours, c'était parfait. On a bien senti que tu aurais aimé nous parler un petit peu plus de ton vade-mecum. On a bien compris qu'il était accessible, gratuit, et voilà, ça c'est formidable. Qu'est-ce que tu peux nous dire des points forts de ce vade-mecum? Alors l'idée du vade-mecum, elle est venue de nos journées qu'on faisait. On faisait des journées des équipes mobiles Île-de-France, et en fait en équipe, on s'est tous dit, mais finalement on est tout le temps face à des situations compliquées à la maison. Enfin, quand on est au domicile, on n'est pas, on sait pas quoi faire. On a toujours besoin de, voilà. Et puis on sait pas mettre en place une SPDT. Et puis comment on fait ci, puis comment on fait ça. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un outil collaboratif. Donc on le fasse à plusieurs mains. On a pu bénéficier d'un projet effectivement qui a été lancé à la PHP à l'hôpital pour pouvoir un peu initier ce projet-là d'engagement collaboratif, et on s'est tous mis autour de la table, on a tous fait chacun nos chapitres, on a fait notre sommaire un peu tous ensemble. Et donc voilà, donc c'est là où je pense que ça peut parler à beaucoup de soignants, parce que l'outil là, il fait quand même 50 pages, donc c'est quand même, finalement, on arrive à quelque chose d'assez important. On a aussi fait tout un relevé des échelles importantes à faire, et on va mettre à disposition les échelles. L'idée aussi que ça soit collaboratif et évolutif. Là, c'est une version V1.0. Il manque encore des chapitres, donc l'idée c'est qu'on puisse continuer à rajouter des chapitres. Il manque le chapitre Diogène, il manque le chapitre, voilà, il manque encore la fiche entomologique qu'on voulait faire. Donc voilà, l'idée que ça puisse être évolutif et que ça puisse être accessible, on l'imagine dans la boîte à gants de toute voiture d'équipe mobile. Donc situation clinique compliquée, des repères médico-juridiques, quel est le rôle de chacun des professionnels dans les équipes, comment voilà, la crise suicidaire, la dépression, voilà, donc des tas d'éléments. Et je vous invite vraiment à aller le diffuser, le télécharger et le lire surtout. Voilà. Juste, je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure pour être sûr. Tu disais que donc en Île-de-France, il y avait 25 équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé. Alors, il y en a 25, c'est-à-dire Paris Intramuros et tous les départements autour. Et grosso modo, à Paris, il y a un fonctionnement qui reste celui du secteur. Donc, en fait, il y a une équipe mobile pour un secteur de psychiatrie parisienne. Sur les départements, c'est beaucoup plus vaste. Et en général, c'est une équipe mobile pour un bassin de vie de 500 000 personnes, de 500 000 habitants, avec ce que je vous ai dit comme ratio. Le ratio pour une équipe intramuros parisienne est beaucoup plus faible, et ce sont des équipes qui sont là rattachées au secteur. Notre équipe, typiquement, elle couvre 7 secteurs de psychiatrie adulte. On intervient dans 15 communes.
et on est sur 3 hôpitaux psychiatriques. Donc voilà, mais grosso modo, effectivement, ça fait 25. Et là, on a pu obtenir le financement de 6 équipes mobiles supplémentaires cette année et 2 équipes mobiles l'année prochaine. Donc à terme, l'idée est d'avoir un maillage et une couverture complète du territoire. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va donner la parole donc à notre prochain intervenant, qui est le docteur Gilles Aspe, qui est psychiatre sur la clinique Inicea La Confluence, qui se trouve dans les environs de Tours, et qui va nous parler des USLD. Merci. Donc, je vais vous parler des USLD, et surtout le titre devrait être de l'USLD à l'USPC. Parce que les USLD sont appelés à disparaître. Donc, actuellement, au PSM, au Pôle Santé Mentale de la Confluence, il y a 80 lits de USLD dédiés à la psychiatrie. Des USLD psychiatriques, il y en a très peu en France. En général, ils sont collés aux anciens hôpitaux psychiatriques où ils ont flanqué tous leurs chroniques dedans, les extrayant des services d'aigus et d'accueil. Nous sommes une structure totalement indépendante qui est, bon, je vais passer très vite sur l'historique, c'est issu d'un centre de long séjour. En 2010, les centres de long séjour, le nôtre est psychiatrique, de long séjour psychiatrique a été fermé et pour être transformé avec les mêmes patients comment dirais-je, en lit d'USLD et infâme psychiatrique aussi. Quand je dis psychiatrique, c'est-à-dire, on va le détailler un peu plus loin, on accueille uniquement des pathologies psychiatriques, aucune pathologie démentielle. Et donc, ce ne sont que des patients qui sont en échec de toute insertion. C'est-à-dire que c'est les secteurs qui nous les adressent, ou les cliniques privées, ce sont des gens qui, vous savez comment ça se passe, il y a 5 passages par jour et la personne n'arrive pas à survivre dans son appartement, où elle est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et l'un de ceux que j'ai accepté récemment avait 36 ans d'hôpital psychiatrique. Donc, c'est associé ou non avec des troubles du comportement, plus ou moins agressifs, ou des TOC, ou des pathologies qu'on appelle passives dépendantes. Enfin bon. J'accepte, par exception, nous acceptons, c'est pas moi tout seul, mais nous acceptons des Korsakoff pour aider mes confrères du secteur public, parce que les Korsakoff, c'est 3615 qui l'en veut, ils n'ont pas de pathologie évolutive, simplement ils ont besoin d'un accompagnement au quotidien, permanent, en vérifiant qu'ils ne consomment plus d'alcool. Mais c'est la seule pathologie, j'oserais dire, par compassion pour mes confrères du secteur public, pour l'avoir été moi-même. Donc, il y a quelques mois, dans tous les USLD, nous avons dû répondre à la coupe pathos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la coupe pathos, c'est une coupe, toutes les EHPAD, toutes les USLD, tout le médico-social est soumis à ça. Cette coupe pathos, on fait l'inventaire de toutes les pathologies. Elles sont cotées en fonction de la gravité. Tout ça arrive à un score. Et au bout du score, en fonction de ce score, vous obtenez du temps de soignant. Le coupe pathos, c'est pour avoir du temps d'infirmière, le GIR, c'est du temps d'aide soignante. Donc cette coupe pathos est très très importante parce que ça nous permet de récupérer des moyens. C'est juste du moyen pour soigner en plus. On doit coter la psychiatrie, comme on est dans un USLD psychiatrique, par expérience, pour l'avoir fait dans des EHPAD et pour avoir aidé mes confrères MEDEC, j'avais prévu une cotation P2 T1, c'est-à-dire P2, c'est de la psychiatrie pas aiguë, mais on s'arrange pour modifier le traitement, c'est T1, et donc ça rapporte plein de points. Ma consoeur qui nous a conseillé du groupe m'a dit passe tes P1. P1, normalement, c'est de la psychiatrie aiguë. J'ai eu bien raison de faire ça, et elle a eu bien raison de m'indiquer ça, parce que notre score était de 414, qui est assez élevé. On était content, mais la surprise est que le médecin est venu en nous disant « Ah mais on ne fait pas ça pour vous donner des moyens supplémentaires, les USLD vont fermer en 2023, c'était l'année dernière, donc toutes les USLD se ferment en 2023, vos patients qui sont en P1 et qui ont une grosse cote vont basculer en USPC, les autres vont basculer en EHPAD. »
Nous avons obtenu, nous, 50% de patients en USPC. Il faut savoir que nationalement, elle nous a annoncé que c'était 30%. Toutes les USLD devant garder 30% de lits en USPC et avoir 70% qui basculaient en EHPAD. C'est ce qui nous a été énoncé en 2022. En 2023, visiblement, il y a une grosse négociation autour de cette histoire, puisqu'on devait fermer cette année et que j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, on se retrouve à créer une USPC, normalement, en ne sachant pas au départ ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait représenter. Et avoir à côté une scission donc administrative des patients déjà hébergés. Toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a les mêmes patients et il y en a qui vont relever d'un statut et les autres d'un autre, dans les mêmes locaux, dans les mêmes lieux, avec les mêmes équipes. Qu'est-ce que c'est qu'une USPC? Donc, a fallu travailler pour savoir un peu. C'est une unité de soins prolongée pour pathologies complexes. C'est des patients qui souffrent de pathologies graves et complexes et qui sont en général, pour les USPC classiques, issus de services de MCO, avec des pathologies somatiques complexes et qui sont clairement identifiées. C'est typiquement vous excuserez, il y a quelques fautes qui sont restées, il y a quelques coquilles. C'est typiquement les personnes qui sont issues, par exemple, de services de neurologie avec de grosses séquelles. Ces patients vont en SSR, ils sont rééduqués, et quand la rééducation a majoré leur autonomie et qu'il n'y a plus de progrès, la question, ce sont souvent des gens qui ne peuvent pas retourner à domicile, et donc ils allaient en USLD, souvent, et là maintenant, quand ils auront une comorbidité et des soins importants, trachéotomie et des choses comme ça, ils seront basculés sur des USPC. Donc ce sont des patients qui ne rêvent plus de soins ou de rééducation active, mais dont les soins sont trop importants pour un établissement médico-social classique. Donc nous, d'un point de vue psychiatrique, comment ça va se définir? Une grande dépendance liée à la pathologie mentale et des comorbidités associées. Souvent, on a des personnes, nos patients en vieillissant développent des pathologies diabétiques, une obésité morbide liée aux neuroleptiques, des complications différentes et variées cardiovasculaires liées aux neuroleptiques. Il faut savoir que les neuroleptiques diminuent l'espérance de vie de 20 ans à peu près. Donc, c'est pas des molécules anodines. Et nos patients âgés psychotiques, en vieillissant, sont très souvent avec des pathologies associées. Donc, ils nécessitent des surveillances et des soins importants, une prise en charge pluridisciplinaire, d'entretien régulier et prolongé, et ça dans le cadre d'une réflexion éthique. C'est des patients gravement handicapés par leur pathologie mentale qui nécessitent pour prévenir une décompensation des soins actifs importants et permanents. Il faut savoir que la psychiatrie s'inscrit, vous le savez, toujours dans la prévention. Quand quelqu'un est suicidé, c'est trop tard. La question du psychiatre est de prévenir le suicide et de prévenir la rechute qui risque d'engager le pronostic vital. En USPC psychiatrique, la question va donc être d'éviter la décompensation de façon à ce qu'il ne retourne pas dans les services d'aigus. Donc on va éviter la décompensation, maintenir l'autonomie, apporter une qualité de vie optimale malgré le handicap, respecter leurs désirs et volontés, projets personnalisés, et ne pas respecter la maladie psychiatrique, c'est-à-dire que on a un certain nombre de patients, effectivement, ben voilà, la réflexion éthique, mais quand un patient veut se suicider, le psychiatre ne respecte pas son désir et sa volonté. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Et quand, pour nous, souvent nos schizophrènes ont une angoisse par rapport à l'eau et donc à la douche, et donc on ne respecte pas effectivement cette angoisse de la douche, parce que sinon ils peuvent être 2 ans sans se laver. La dernière pour laquelle j'ai prescrit la douche s'était pas lavée depuis 6 mois. Donc, une réflexion éthique constante qui alimente notre travail avec les équipes. Donc maintenir une vigilance permanente sur la qualité de vie au travail des salariés, prévention de l'épuisement et de la chronicisation des soignants, maintenir une dynamique institutionnelle. Ce point-là est essentiel parce que la chronicité de nos patients induit la chronicité de nos soignants. Et c'est la vigilance permanente de l'animateur psychiatrique que je peux être dans une institution, de veiller à ce que nos équipes restent dans une dynamique et une réflexion permanente. Et bien sûr, accueil et aide au maintien des liens familiaux, en sachant que les troubles psychiatriques souvent distendent les liens, parce que les familles ont beaucoup souffert de la maladie psychiatrique, de leur père, de leur mère, de leurs frères, de leurs sœurs.
ils les ont parfois, quand ils n'ont pas été pris en charge assez vite, il y a eu beaucoup de violence dans les familles. Donc, l'USPC ne peut exister sans réseau, ça n'a pas de sens. En amont, c'est les services adressaires, c'est les services de psychiatrie aiguë, en sachant par exemple à Tours, ils vont fermer près de 80 lits sur 250 dans les années qui viennent pour développer de l'ambulatoire s'ils en ont les moyens. Donc, voilà, l'USPC, à mon avis, prend toute sa place à ce moment-là, établissement... voilà pour les services de psychiatrie aiguë, les établissements médico-sociaux, les foyers de vie, les familles d'accueil. On accueille parfois des psychotiques qui étaient, comment dirais-je, dans des foyers de vie, mais qui présentent des troubles de comportement tellement importants que l'équipe éducative est complètement débordée. L'une des personnes qu'on a pu accueillir était par exemple aux urgences psychiatriques 1 jour sur 2. En parlant, elle appelait les pompiers en disant qu'elle allait se suicider. Parfois des demandes qui viennent des domiciles, mais c'est en général des domiciles avec le secteur qui fait la demande. En aval, il faut pouvoir prévoir un ailleurs un jour pour tous nos patients. On ne peut pas rentrer dans une institution en se disant « vous rentrez et vous allez mourir ici ». Pour chaque patient qui arrive, au travers du projet personnalisé et au décours de l'évolution, on va pouvoir monter un projet et pour certains, organiser une sortie. Faire sortir un patient d'une unité psychiatrique pour un circuit beaucoup moins psychiatrisé, c'est une énergie considérable. Mes confrères du public le savent bien. Donc on a parfois des améliorations parce que nous on a du temps, on a plusieurs mois, plusieurs années, et avec la prise en charge institutionnelle, on a une amélioration qui est parfois franche, qui permet d'établir d'autres projets. En vieillissant, il y a des troubles psychiatriques qui diminuent et on peut envisager des places en EHPAD, pour certains en foyer logement, d'autres c'est en appartement thérapeutique ou des appartements associatifs ou des appartements de la mutualité. Tout ça, bien entendu, l'amont et l'aval, ça ne peut s'organiser qu'avec une réflexion de territoire, une coordination du territoire. On ne peut pas travailler tout seul dans notre coin, à choisir ou pas les patients, les bons patients, les mauvais. Il faut qu'on puisse avoir une réflexion globale par rapport à ça. L'organisation, je me suis inspiré de ce qu'avait pu publier l'ARS par rapport aux USPC dans d'autres domaines, parce que je n'ai pas trouvé de proposition pour les USPC psychiatriques. Donc, ce dont nous avons besoin, nous, en tant que psychiatres, absolument, c'est du temps de soignant. Le reste, c'est... Voilà. Et donc, je me suis inspiré de ce qui avait pu être marqué pour d'autres unités. Donc, deux soignants par lit, avec des petites unités de 12 à 15 lits. Comme nous, on en a 40, je me suis dit, bon, 3 x 14, ça fera 42. On va pouvoir viser le taux d'occupation à 100%, c'est bon. Donc, je décline par unité de 12 ou 14. Donc, au total, il nous faudrait 25 postes d'infirmières, un poste temps plein de psychiatre, au moins un demi-poste de gériatre, et puis du temps de secrétariat, enfin voilà. Donc, on fait une demande, j'espère, qui sera écoutée par nos tutelles, en sachant que les USPC, normalement, ne devraient plus dépendre que de l'ARS et ne pas dépendre du département. Parce que l'USLD, c'est une convention tripartite avec un financement pour l'hébergement, je vous l'ai dit au début, un financement pour l'hébergement par le département, un financement pour les soins avec un forfait soins par l'ARS. L'USPC aurait l'avantage de ne dépendre que de l'ARS. Il faut penser aux locaux, des chambres individuelles, parce que j'ai des chambres doubles et c'est une galère de trouver la bonne association, c'est jamais la bonne d'ailleurs. Donc il faut confortable, équipé avec une salle d'eau avec flexible, parce que pour des raisons de sécurité, on n'a pas droit au flexible en psychiatrie, il y a le risque suicidaire. Donc il faut bien imaginer que les soignants avec le bouton poussoir, ils aident le patient à prendre la douche et ils sont trempés en même temps, parce qu'il faut appuyer sur le bouton, autrement ça s'arrête. Enfin, c'est des choses que Donc il faut penser ça, il faut le penser en amont pour que ce soit confortable pour tout le monde, pour le soignant, pour le soigné, pour que tout le monde puisse vivre bien ensemble. Donc, je détaille pas autrement tout ce qu'il faudrait, parce qu'il faut prévoir la surface totale, mais ça, je laisserai à notre équipe de direction pouvoir mettre le projet en place. Par contre, les lits d'EHPAD,
ils se proposent de nous redonner 40 lits d'EHPAD, de transformer 40 lits d'EHPAD avec du coup beaucoup moins de moyens. Là, c'est là où ces lits d'EHPAD, moi je propose de les réduire, non pas à 40, mais à une unité de 15 lits, de 15 à 20 lits, une unité fonctionnelle, mais qui soit comme un espace de transition vers une EHPAD classique, avec tous les accompagnements dont on a pu entendre parler là juste avant. Et puis, à côté, d'avoir une unité de réadaptation à la vie sociale. Pourquoi? Parce que mes confrères du public, on en a aussi dans le privé d'ailleurs en clinique, ont des patients dits bed blockers. Quand je parlais des patients qui sont 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est parfois des patients qui attendent un EHPAD, qui attendent parfois une place en EHPAD, qui attendent parfois une place dans un foyer, qui attendent parfois une place dans un appartement ou un appartement thérapeutique. Ils peuvent bloquer, alors qu'ils sont stabilisés d'un point de vue psychiatrique dans un service d'aigu, ils peuvent bloquer un lit pendant plusieurs mois en attente d'une solution sociale. L'idée, ce serait que dans cette unité d'une vingtaine de lits, il n'y a pas besoin, on puisse nous attendre et mettre tout en place avec une dotation en assistante sociale très importante. Et ce qui va avec, et pour terminer, donc il faut, avec cette unité de réadaptation, il faut une unité mobile de transition qui vienne accompagner les patients. Tous les patients psychiatriques, lorsqu'on est en, en moment de transition, ce sont des moments d'extrême fragilité pour eux, d'angoisse extrême, et si on ne les accompagne pas d'une manière très soutenue, et si on n'accompagne pas les services d'aval, on va à l'échec. Donc il faut absolument avoir les moyens d'accompagner cette transition. Cette transition est temporaire. Une fois que le patient est installé dans ce nouveau lieu de vie, il est bien évident que l'équipe de transition est là pour prendre un autre patient. Après, c'est les équipes de secteur, les équipes mobiles du lieu de vie qui prennent le relais. Donc en conclusion, ce type de structure et d'accompagnement a un coût certain, mais en permettant une réinsertion de certains patients hors du secteur de soins, en prévenant les rechutes, nous permettrons à long terme une économie et un gain de qualité de vie pour nos patients. Si on gagne en qualité de vie, ils ne font pas de rechute et c'est le cercle vertueux. Et pas, comme j'ai pu le décrire à un moment, l'histoire de la porte au tambour que tous mes confrères du public nous décrivent. J'ai un patient, j'ai pas de place, je le fais sortir parce que j'ai quelqu'un qui m'attend qui est encore plus urgent. C'est mal préparé et 15 jours après, on a la rechute. Merci de votre attention. Voilà. Alors, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous ces réflexions de cette future expérimentation et nous avons bien vu les contraintes qui vont des murs jusqu'à l'accompagnement des transitions. Est-ce que nous avons une question? Pas de question? Pour aucun des 3 intervenants? Ah. Merci Gabriel. Oui, Claudie. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. C'est vrai qu'on voit en tant qu'équipe mobile de psychiatrie de l'AG, on a à intervenir au niveau des EHPAD. C'est quand même une grande difficulté pour les équipes que d'accueillir des patients psychiatriques qui ne relèvent pas de l'aigu, mais qui sont quand même instables. On a vu que sur la région Bourgogne, l'ARS avait déposé un projet pour une UPPA. Ils appelaient ça des unités psychiatrie personnes âgées en 2019. Là, c'est vrai que c'est la circulaire de Jandel et de Guérin, au final, dont vous parlez, et qui nous permet peut-être, au niveau de la psychiatrie, d'avoir la possibilité de développer des unités de ce style au niveau des EHPAD, d'une manière générale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, tous, pour valoriser la prise en charge de nos soignants. Parce que ces patients existent dans les EHPAD, ne sont pas valorisés en tant que tels, comme vous parliez de pathos et agir. Alors, j'interviens dans cette USLD, bientôt USPC, mais pour le groupe, dans le groupe, il y a une maison de retraite qui statutairement a 15 lits de gérontopsychiatrie. Et j'interviens, je m'occupe de cette unité de gérontopsychiatrie. Il est clair, alors,
cet EHPAD a un privilège, c'est-à-dire que je suis sur place à 20%. Donc ça me permet de travailler avec les équipes. Ça se passe très très bien. Et par rapport au turnover dont on parlait tout à l'heure, il se trouve que dans l'unité de gérontopsychiatrie, j'ai la même équipe de soignants depuis 5-6 ans. Ça bouge pas. Mais il faut les accompagner et ça se passe très bien si on les accompagne. La question est de ne jamais laisser les soignants seuls face à un certain nombre de symptômes qu'ils ne comprennent pas. Enfin, pour juste en 2 mots, ça, dans les EHPAD, je les trouve, on va parler comme ça, dire, je les trouve très maternants. C'est-à-dire que par rapport aux patients déments, ils reviennent sans cesse, ils expliquent sans cesse, et sans cesse le patient oublie. Alors qu'avec nos patients psychotiques, qui ont parfois 40 ans d'institution derrière eux, il faut être très bienveillant, mais il faut être très clair aussi pour la douche, il faut être très clair pour un certain nombre de choses parce que ils ont besoin d'une attitude plus paternante avec le rappel de la loi souvent. Et c'est un exemple, mais c'est tout ce travail qu'on doit faire avec les équipes. Mais il faut les accompagner les équipes et ça se passe très très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, le fait est que certaines personnes, en effet, peuvent être prises sous un mode inclusif, on va dire, peuvent être prises sous un mode inclusif, mais comme au corollaire des UHR dans les EHPAD, on a certains patients qui pourraient relever un profil UHR psy, si je puis dire. C'était une ouverture de débat, je ne sais pas. Merci. Merci. Bonjour, j'ai juste une question sur la première intervention pour Madame Anna Cohen. Je ne sais pas si elle est avec nous. Oui. Concernant le télémédecine pour l'équipe de l'EHPAD, elle a parlé. Oula, c'est moi qui fais ça. Elle a parlé de la formation de l'équipe soignante. Donc, je voulais savoir, est-ce que ça a été assuré par le psychiatre et en combien de temps? Oui, en fait, c'est moi. Enfin, c'est vrai que on a défini un certain nombre d'EHPAD dans lesquels on souhaitait intervenir en télémédecine, et je suis allée dans toutes les EHPAD. Enfin, on a groupé les soignants, on a fait des groupes de soignants, donc je suis allée dans 5 ou 6 EHPAD, et du coup, c'est moi en fait qui ai délivré la formation que j'ai créée. Voilà, et c'est une formation qui était à destination des aides-soignants, même des ASH, des infirmières, des secrétaires. Enfin, elle était vraiment ouverte à tout le personnel de l'EHPAD. Et en termes de temps, c'est sûr que ça a pris du temps. C'était une formation qui durait, là j'ai un doute, mais je crois que c'était 2 ou 3 heures. Et donc c'est quand même, c'est 2 ou 3 heures par formation, et c'est au sein de l'EHPAD. Donc c'est vrai que c'est un temps, mais c'est un temps qui m'a semblé vraiment utile, voilà, pour familiariser les équipes, pour leur montrer aussi à quel moment ça pouvait être pertinent de solliciter le psychiatre. Et puis pour faire beaucoup, il y avait un gros travail de déstigmatisation sur cette formation. Toute la première étape, c'était vraiment de déstigmatiser la psychiatrie en général et la psychiatrie du sujet âgé.